Je m'appelle Séverine Fontaine, j'ai 37 ans, et je veux vous parler de la nuit où mon père a pris la défense de ma fille, depuis une lettre qu'il avait écrite avant de mourir, dans une pièce où ma sœur venait de dire à cette même petite fille qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Je veux vous parler du silence qui a suivi. Pas le mauvais silence, l'autre. Celui qui remplit une pièce comme l'eau remplit une forme, complètement, sans laisser d'espace libre nulle part. Mais avant d'en arriver là, je dois vous dire quelque chose sur ce que c'est que de regarder une enfant de 6 ans traiter une phrase pour laquelle elle n'a pas encore les mots. Lila était assise à 2 chaises de moi quand Nathalie a dit ça. Elle avait ses petites mains posées à plat sur ses genoux, sa barrette jaune qui captait la lumière du plafonnier, et elle regardait sa tante avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. Pas de la peine. Pas tout à fait. Plutôt une reconfiguration. Comme un petit esprit qui réarrange silencieusement ce qu'il croyait comprendre du monde. Elle avait 6 ans et elle apprenait déjà à faire ça. Et j'ai pensé, assise là, que je reconnaissais cette expression. J'avais fait ce même visage toute ma vie sans le savoir. Cette nuit-là, c'est là que cette histoire se termine. Je dois commencer ailleurs. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Prenez une seconde pour liker et vous abonner avant qu'on aille plus loin, parce que cette histoire a beaucoup de détails, et je ne veux pas que vous en manquiez un seul. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse quelque chose de comparable à ce que je vais décrire, partagez-lui cette vidéo. Parfois, ce qui compte le plus, c'est juste de savoir que quelqu'un d'autre a déjà été dans cette pièce. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, dans une maison qui sentait le cambouis et le pot-au-feu, et selon la saison, ce que ma mère Françoise cultivait dans le petit potager qu'elle tenait le long du mur du fond. Mon père Gérard avait un atelier de réparation de moteurs dans la cour. Ma mère travaillait comme aide de vie dans une maison de retraite du quartier. On n'était pas des gens qui parlaient d'argent, parce que l'argent était toujours soit exactement suffisant, soit légèrement en dessous, et dans les 2 cas, ça ne changeait pas ce qu'il y avait à faire. Ma sœur Nathalie a 4 ans de moins que moi. Elle était plus douce que moi, plus facile dans le sens où certaines personnes sont juste plus faciles à serrer dans les bras, plus facile à lire, plus facile à aimer de la façon simple et sans complications dont les familles ont parfois besoin d'aimer quelqu'un quand elles sont fatiguées. Je ne dis pas ça avec amertume, je le dis parce que c'est vrai, et parce que le comprendre est la seule façon que tout le reste ait du sens. Quand j'avais 19 ans, ma mère a reçu un diagnostic de cancer de l'ovaire. Elle est morte 11 mois plus tard. J'étais en première année à l'université Clermont-Auvergne, à 2 heures de la maison, avec 2 petits boulots en parallèle pour couvrir ce que la bourse ne payait pas, et je rentrais tous les week-ends que je pouvais. Nathalie avait 15 ans. Elle était à la maison. C'est elle qui était là. Et quand ma mère est morte, cette proximité est devenue quelque chose, pas une dette exactement, plutôt une comptabilité silencieuse. Nathalie était restée. Moi, j'étais partie. La famille avait enregistré ça, comme les familles enregistrent les choses, en silence, dans un registre que personne n'admet avoir. Je veux que vous y pensiez une seconde. À ce que ça fait d'être celle qui est partie, même quand partir était la seule chose raisonnable à faire, et de passer les 2 décennies suivantes à payer discrètement les intérêts d'un emprunt qu'on n'a jamais accepté de contracter. Avoir son amour pour sa famille utilisé comme preuve que ses besoins à elle étaient moins grands. Qu'elle était la solide, qu'elle n'avait pas besoin du même soin. Si vous avez déjà été la personne capable dans votre famille, celle dont on ne s'inquiétait plus parce qu'elle s'en sortait toujours, je pense que vous savez exactement ce que ça fait. Avant que je continue, likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez ça avec quelqu'un qui a été exactement cette personne dans sa famille. Parce que ce qui vient ensuite, je veux que vous y soyez préparés. Mon père n'était pas un homme qui disait les choses. C'était un homme qui les faisait. Il se montrait. Il restait. Il a fabriqué un tabouret en bois peint en jaune,
et il l'avait installé à côté de son établi, avant même que Lila soit là, et il n'en a jamais dit un mot. Il était juste là, à l'attendre, comme s'il avait toujours été là. C'était Gérard Marchand. L'amour sous forme d'action, sous forme de préparation, sous forme de s'assurer que la bonne personne avait ce dont elle avait besoin avant même de savoir qu'elle en avait besoin. J'ai eu mon diplôme d'assistante de service social en 5 ans au lieu de 3, parce que c'est ce qu'il a fallu. Un bar étudiant le soir, la bibliothèque universitaire l'après-midi, les bourses et le reste à la force du poignet. J'en ai zéro honte. Je suis allée travailler pour une association dans la protection de l'enfance, suivi des placements familiaux, accompagnement des adoptions. Ce n'était pas glamour. C'était souvent déchirant. Je l'ai fait quand même. Je le fais toujours. J'ai rencontré Adrien quand j'avais 31 ans. Il est de Strasbourg. Il est stable d'une façon que je ne savais pas dont j'avais besoin jusqu'à ce que je l'aie. Le genre de stabilité qui n'est pas de l'immobilité, mais plutôt comme un courant qui passe sous tout, fiable et profond. Il est chef de projet dans le bâtiment. Il vous regarde dans les yeux quand il vous parle. Il porte la même montre depuis 11 ans. Quand j'ai amené Adrien à Clermont-Ferrand pour la première fois, mon père lui a serré la main longuement, l'a regardé de cette façon directe qu'il avait, qui était soit une évaluation, soit une reconnaissance, parfois les deux à la fois, et lui a dit « Tu t'y connais en moteur ?» Adrien a dit qu'il n'y connaissait pas grand-chose. Mon père a dit « Viens, je vais te montrer quelque chose. » C'était toute l'interview. Nathalie était aimable ce jour-là. Elle était toujours aimable. Le froid n'était jamais dans la température de la pièce. Il était dans les petites décisions, les petites absences. Adrien et moi, nous sommes mariés quand j'avais 33 ans. On a essayé pendant 3 ans d'avoir un enfant biologique. Je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas le cœur de l'histoire, mais je vais dire ceci. Ces 3 ans ont été la première fois de ma vie d'adulte où je ne pouvais pas régler un problème à la force du travail. Où je ne pouvais pas rester plus tard, essayer plus fort, trouver un contournement. Il n'y avait rien à réparer. Il y avait seulement à attendre, puis à accepter, puis, finalement, à réorienter. On a entamé le processus d'adoption quand j'avais 35 ans. Je travaillais dans la protection de l'enfance. Je connaissais exactement les rouages du système, et j'étais quand même absolument pas préparée à ce que ça faisait de le vivre de l'intérieur. Lila nous est arrivée à 18 mois depuis l'ASE. Elle avait eu 2 familles d'accueil avant nous. Elle était petite et attentive, et elle dormait sur le dos avec les 2 bras le long du corps, très immobile, d'une façon qui m'a dit qu'elle avait appris tôt à ne pas prendre de place. Le premier soir où elle était dans notre appartement à Lyon, je me suis assise par terre dans le couloir devant sa porte pendant 2 heures, après qu'elle se soit endormie. Adrien m'a trouvée là vers minuit. Il n'a pas demandé pourquoi. Il s'est juste assis à côté de moi sur le carrelage du couloir, et il est resté. C'est qui est Adrien. Quand on a amené Lila à Clermont-Ferrand pour qu'elle rencontre mon père, Gérard est sorti dans la cour avant qu'on ait fini de se garer. Il avait 65 ans à l'époque, encore large d'épaules, se déplaçant avec cette détermination posée qu'il avait toujours eue. Il a regardé Lila dans son siège auto, puis il m'a regardé, et quelque chose a traversé son visage que je n'avais vu qu'une seule fois avant, aux funérailles de ma mère, quand il pensait que personne ne le regardait. Puis il a ouvert la portière et a dit simplement « Allez, viens voir, ma grande, j'ai quelque chose à te montrer dans l'atelier. » Le tabouret était peint en jaune. Elle lui tendait les mauvais outils à chaque fois. Il ne le lui a jamais dit. Je dois vous parler de ce à quoi ressemblait concrètement le froid de Nathalie, parce que je pense que les gens imaginent un certain type de cruauté, bruyante, évidente, le genre qu'on peut désigner dans une pièce en disant « Voilà, c'est ça, c'est la chose ». Nathalie n'a jamais été comme ça. Nathalie était précise. Elle était chirurgicale de la façon dont les gens sont chirurgicaux quand ils ont eu des années pour pratiquer quelque chose et se sont convaincus qu'ils ne le font pas du tout. Ça ressemblait à ça. Noël, Lila a 3 ans. Nathalie arrive avec des cadeaux emballés pour Clément et Marine, et une carte pour Lila. Juste une carte.
une de ces cartes génériques avec un ours dessus qu'on attrape en passant devant un présentoir sans s'arrêter. Elle l'attend à Lila avec un sourire qui lui monte jusqu'aux yeux. C'est ça avec Nathalie. Elle souriait toujours comme si elle le pensait vraiment. Et elle dit « Tiens, ma puce ». Et Lila, qui a 3 ans et ne comprend pas encore l'architecture de ce qui lui arrive, tient cette carte comme si c'était un trésor, parce qu'elle a 3 ans, et que tout est un trésor. Et moi, je me tiens dans la cuisine de mon père, et je sens quelque chose traverser en moi pour lequel je n'ai pas de nom. Pas vraiment de la colère. Quelque chose de plus ancien et de plus silencieux que la colère. Ça ressemblait aux photos de famille à Pâques, où Nathalie rassemblait les enfants pour une photo, et le cadre, naturellement, organiquement, n'incluait pas tout à fait Lila. Ou elle l'incluait au bord, légèrement coupé, et quand je voyais la photo postée plus tard, il y avait une légende qui disait « Ses enfants » avec un cœur. Et Lila était celle dont l'épaule gauche manquait. Ça ressemblait à chaque fois que Nathalie parlait de la famille. Sa famille, notre famille, la famille Marchand. Elle utilisait un langage du sang qui était désinvolte et sans façon dans sa livraison, et dévastateur dans sa précision. Elle n'a jamais prononcé le mot adoption comme si c'était une insulte. Elle ne l'a juste jamais prononcé comme si c'était la même chose que l'alternative. Adrien observait tout ça. Il observait comme il observait tout, avec cette attention calme et complète, qui catalogue, qui est patiente. Il me laissait la main, parce qu'il comprenait que c'était mes gens, mon histoire, mon choix à faire. Mais je le regardais observer, et je savais que sa patience avait un plancher. Je ne savais juste pas à quelle distance on en était. Mon père voyait aussi. Je le sais maintenant. Je le savais à l'époque de la façon partiale dont on sait les choses, qu'on n'est pas encore prête à tenir complètement. Il lui arrivait, après un repas de famille, de m'appeler un mardi soir, pas le dimanche, pas quand on s'y serait attendu, et de parler de rien de particulier pendant 20 minutes. Le moteur sur lequel il travaillait, quelque chose qu'il avait vu aux informations. Et à la fin de chacun de ces appels, il disait « Lila, ça va ?» Et je disais oui. Et il disait « C'est une bonne petite celle-là » et on raccrochait. C'était sa version de « Je vois ce qui se passe et je veux que tu saches que je le vois ». Je comprends ça maintenant. J'aurais voulu le comprendre à l'époque. Je veux vous poser une question ici, au milieu de tout ça, parce que je continue de penser à ce que ça signifie de regarder quelqu'un traiter un enfant comme légèrement moins, pas de façon abusive, pas d'une façon qu'on pourrait signaler à qui que ce soit, juste légèrement, régulièrement, presque imperceptiblement moins, et d'être la personne qui aime cet enfant et qui doit décider encore et encore combien on peut absorber avant de dire quelque chose. Combien de paix ça vaut de garder? Combien on est prête à avaler pour maintenir une table où tout le monde peut encore s'asseoir? Vous avez déjà été dans cette position? Vous avez déjà été la personne qui fait les calculs sur la cruauté de quelqu'un d'autre, qui évalue ce que ça vous coûte de vous taire par rapport à ce que ça coûterait à tout le monde si vous ne le faisiez pas? Mettez-le dans les commentaires. Je le pense vraiment, je les lis tous. Parce que je ne pense pas avoir été seule dans ces calculs, et j'aimerais vraiment savoir. Le déclin de Gérard a commencé environ 2 ans avant sa mort. Insuffisance cardiaque congestive. La lente, celle qui vous donne le temps de vous ajuster à chaque nouvelle limitation avant qu'elle prenne la chose suivante. Il a arrêté de pouvoir travailler dans l'atelier. Puis, il a arrêté de pouvoir conduire. Puis, il a arrêté de pouvoir gérer l'escalier facilement. Et Adrien et moi avons fait le trajet depuis Lyon un samedi pour installer une rampe que Gérard a regardé poser avec une expression de suffrance tolérante, comme un homme qui comprend la nécessité d'une chose et la regrette quand même. Nathalie habitait à 20 minutes. Je veux qu'on soit clair sur ce que ça signifie. Elle était à 20 minutes alors que j'étais à 2 heures, et c'est moi qui faisais le trajet le week-end. Pas chaque week-end, pas parfaitement, mais la plupart, pendant cette 2e année, tout en gérant mes dossiers à Lyon et en étant la mère de Lila et la femme d'Adrien. Je ne vous dis pas ça pour faire de moi l'héroïne d'une comparaison. Je vous le dis parce que ça a de l'importance pour ce qui vient ensuite.
Ça a de l'importance pour ce que mon père regardait. Nathalie s'est manifestée pendant le déclin de la façon dont certaines personnes se manifestent pour les choses, dans les moments visibles, ceux qui sont mentionnés. Elle venait aux rendez-vous médicaux qui avaient un début et une fin définis. Elle apportait des plats en barquette qu'elle photographiait avant de les déposer, et elle publiait ses photos avec des légendes sur la famille et l'amour et prendre soin des siens. Elle était là à la fin, quand il était temps d'être là à la fin. Et je ne dis pas qu'elle ne l'aimait pas, elle l'aimait. Mais aimer est aussi un verbe, et le verbe a un emploi du temps, et son emploi du temps était différent du mien. Quand mon père est mort un mercredi matin d'août, j'étais à Clermont-Ferrand. J'avais fait le trajet depuis Lyon le dimanche précédent, parce que quelque chose dans sa voix, lors de notre appel du mardi, m'avait dit de le faire. Il est mort à 6h22 du matin, avec moi dans la maison, et Nathalie à 40 minutes, parce qu'elle est arrivée aussi vite qu'elle pouvait. Elle a pleuré aux funérailles, avec l'ouverture de quelqu'un qui n'a jamais eu à apprendre à pleurer silencieusement. Moi, j'ai pleuré aux toilettes de la salle de réception, avec l'eau qui coulait pour que personne n'entende. Maître Berthelot, le notaire, m'a appelé 3 jours après les funérailles. Il était sec et précis dans sa façon de parler, un homme qui avait transmis beaucoup d'informations à beaucoup de gens en deuil et qui avait appris à être exact comme forme de bienveillance. Il m'a dit que Gérard avait laissé une lettre, séparée de l'acte notarié, manuscrite, à lire à voix haute lors du premier repas de famille après sa mort, avec, et Maître Berthelot a vérifié ses notes à ce moment-là, j'ai entendu le papier, avec Lila présente. J'avais mon téléphone contre l'oreille dans ma voiture dans le parking devant une épicerie. Le moteur tournait encore. Il a demandé pour elle nommément ? J'ai dit. Nommément, a dit Maître Berthelot, par son prénom. Il était très précis. Je suis restée dans ce parking 22 minutes avant de pouvoir me décider à démarrer. Le dîner était mon idée. J'ai cuisiné parce que j'avais besoin que mes mains aient quelque chose à faire, et parce que j'avais besoin que la maison sente comme avant, et parce que faire le pot-au-feu de mon père dans la cuisine de mon père me semblait être la seule version disponible de lui parler. Lila portait sa robe bleu marine et sa barrette jaune. Elle m'a dit que papy Gérard aimait le jaune. J'ai hoché la tête et je n'ai pas parlé pendant un moment. Nathalie et Christophe sont arrivés à 14h. Leurs enfants, Clément et Marine, ont investi le salon avec l'autorité complète des enfants qui se sont toujours sentis chez eux dans un espace. Lila les a suivis à sa distance habituelle et prudente, observant, attendant, effectuant le petit calcul continu qu'elle effectuait depuis toute sa vie sur la mesure dans laquelle elle était la bienvenue dans une pièce donnée. On a mangé. Christophe a parlé. Adrien a interrogé Clément sur le foot. J'ai regardé Nathalie accepter son 2e verre de vin et senti quelque chose en moi se poser et se faire silencieux de la façon dont ça arrive quand votre corps comprend que quelque chose vient avant que votre esprit ait rattrapé. Et alors Lila, ma Lila, avec sa barrette jaune et ses grands yeux sombres et attentifs, a regardé sa tante et a dit, avec cette ouverture totale dont seule une enfant de 6 ans est capable, « Tata Nathalie, je peux t'appeler Tata Nathalie ? Maman a dit de te demander si c'était d'accord. » Nathalie a posé sa fourchette. Elle a regardé Lila. Puis elle m'a regardé, juste un coup d'œil, une demi-seconde de vérifier que je regardais. Et puis elle a regardé Lila de nouveau et a dit, de cette voix mesurée et soigneuse, la voix de quelqu'un qui a répété ceci ou quelque chose comme ça depuis très longtemps. Bien sûr, même si, Lila, tu devrais savoir, la vraie famille, c'est une question de sang. Et ce n'est pas de ta faute. C'est juste quelque chose que tu comprendras mieux quand tu seras grande. La pièce est devenue complètement immobile. J'ai regardé le visage de ma fille, cette reconfiguration, ce réarrangement petit et privé. Et Adrien a posé sa fourchette sur le bord de son assiette, lentement, comme un point à la fin d'une phrase très longue. Adrien n'a pas élevé la voix. Je veux être claire là-dessus, parce que quand je raconte cette histoire,
Les gens imaginent parfois une scène, quelque chose de fort, quelque chose qui fait trembler la table. Ce n'est pas qui est Adrien. Adrien est le fils de son père, et son père était un homme qui avait compris que la voix la plus silencieuse dans une pièce est souvent celle qu'on ne peut pas ignorer. Il a posé sa fourchette. Il a regardé Nathalie. Et il a dit « C'est la dernière fois que tu dis quelque chose comme ça à ma fille. » 7 mots. Pas de mise en scène, pas d'invitation au débat. La phrase avait la qualité d'une porte qu'on ferme de l'intérieur. Pas claquée, juste fermée, verrouillée. Christophe a dit « Et là ?» à un volume qui communiquait qu'il avait déjà décidé de ne rien faire d'autre. Il a pris son verre, il l'a reposé, il a regardé le centre de table. Le menton de Nathalie s'est relevé. Je connais ce mouvement. J'observe ce mouvement toute ma vie. L'angle particulier que prend son menton quand elle a décidé qu'elle est la personne raisonnable dans une conversation. Elle a regardé Adrien, puis elle m'a regardé, et elle a dit « Je n'essaie pas d'être cruelle. J'essaie d'être honnête sur quelque chose que cette famille contourne depuis des années. » Et alors elle a dit tout. Toute l'architecture, assemblée et livrée avec la confiance de quelqu'un qui a construit un dossier en privé depuis très longtemps. L'adoption est une belle chose. Mais ce n'est pas la même chose. Le sang est fondamental. Élever Lila en lui faisant croire autrement est, a-t-elle dit, et c'est le mot qu'elle a utilisé, je ne l'oublierai jamais, lui rendre un mauvais service. J'ai entendu Adrien expirer à côté de moi. Et je me suis entendu parler. Je n'avais pas prévu de le faire. Les mots sont venus de quelque part en dessous de la planification. C'est ma fille, j'ai dit. Ma voix était posée d'une façon que je ne ressentais pas. C'est la petite fille de papa. Elle n'est pas biologiquement la fille de papa. Il a demandé pour elle nommément, Nathalie. Ça l'a arrêté. Le notaire m'a appelé il y a 3 jours. Papa a laissé une lettre. Il a demandé, spécifiquement, nommément, que Lila soit à cette table quand on la lirait. Je l'ai regardée à travers la table. Donc... Le silence qui a suivi était différent du silence d'avant. Le premier silence avait été de la stupeur. Celui-ci était autre chose. Celui-ci avait du poids. Nathalie m'a regardée et j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux. Quelque chose que je n'y avais pas vu depuis des années, peut-être jamais. Pas de la culpabilité exactement, de la peur. La peur particulière de quelqu'un qui vient de comprendre qu'un verdict existe peut-être déjà. Je me suis levée de table. La lettre était dans la poche intérieure de mon manteau dans l'entrée. Maître Berthelot me l'avait envoyée. Enveloppe crème cachetée. L'écriture de Gérard au recto. Mon nom seulement. Pas les 2 filles. Le mien. Je l'avais portée depuis Lyon dans mon sac sans l'ouvrir, parce qu'elle n'était pas à moi à ouvrir avant le moment que mon père avait choisi pour ça, et ça m'avait semblé aussi clair que n'importe quoi a jamais pu me sembler. Adrien m'avait regardé la mettre dans la poche de mon manteau ce matin-là sans dire un mot. Il comprenait. Je suis revenue à table et je me suis assise. J'ai regardé l'enveloppe un moment. L'écriture de Gérard Marchand, légèrement plus grande qu'avant, l'arthrite faisant ce que l'arthrite fait, mais incontestablement la sienne. La façon dont il faisait son G majuscule. La façon dont il appuyait toujours un peu trop fort. Adrien, j'ai dit, tu veux bien la lire, s'il te plaît? Je ne pouvais pas. Je savais déjà que je ne pouvais pas. Pas devant Nathalie, pas devant les enfants, pas à cette table dans cette maison où l'absence de mon père était tellement forte qu'elle était presque un son. Si je la lisais, je m'effondrerais, et j'avais besoin d'être présente pour ce qu'elle contenait. Adrien m'a regardée. Un battement. Puis il a tendu le bras et a pris les feuillets. La lettre faisait 3 pages, bloc de papier jaune, le genre que mon père avait toujours utilisé pour tout, les listes de courses, les mesures, les notes à lui-même. Adrien les a dépliées avec soin. Il a toussé une fois, doucement, et a commencé. La voix de mon père est entrée dans la pièce. Pas littéralement, mais c'est ce que ça a fait l'effet.
comme si Gérard Marchand avait trouvé un moyen de rester à sa propre table. Il a commencé comme il commençait toujours, sans préambule, sans mise en jambe. Il a dit qu'il écrivait ça en mars. Il a dit qu'il ne savait pas combien de mois il lui restait, mais que c'était assez pour écrire ça, ce qui était l'essentiel. Il a dit qu'il aimait ses filles. Il a dit que leur mère aurait voulu qu'il le dise plus, et d'autres choses, et qu'elle avait raison, et qu'il était désolé de ne pas l'avoir fait. Il a parlé de la maison, et de ses outils, et de quelques objets spécifiques qu'il voulait aller à des personnes spécifiques. Il a mentionné Christophe brièvement et gentiment, de la façon dont on mentionne quelqu'un pour lequel on n'a ni sentiment fort dans un sens, ni dans l'autre. Et alors la voix d'Adrien a changé. Presque imperceptiblement, un léger approfondissement, un ralentissement, et j'ai su qu'il avait atteint la partie sur Lila. Il a continué. Je veux écrire sur Lila, avait écrit mon père, parce que je n'en ai pas assez dit quand je le pouvais encore. Je n'étais pas un homme qui disait les choses à voix haute, et j'essaie d'arranger ça maintenant pendant que j'en suis encore capable. Lila est ma petite fille. Elle est ma petite fille de la seule façon qui ait jamais compté pour moi. Elle est dans ma famille, elle est aimée, et elle aime en retour. Je lui ai fabriqué un tabouret pour mon établi quand elle avait 18 mois. Elle est la seule petite enfant qui m'ait jamais tendu des outils dans l'atelier sans qu'on lui demande. Elle me tendait les mauvais à chaque fois, et je ne le lui ai jamais dit. Je lui laisse le tabouret jaune. Je veux que ce soit mis par écrit. Lila a fait un petit son à côté d'Adrien. Pas des pleurs, juste une reconnaissance. Elle connaissait ce tabouret. Elle s'était tenue dessus à chaque fois qu'elle était allée dans cet atelier. Adrien a fait une pause d'1 seconde, puis il a continué. J'écris aussi ceci. Si quelqu'un dans cette famille a fait sentir à Lila qu'elle était moins aimée, moins à sa place, moins que... Je l'écris parce que j'ai vu, et que je ne l'ai pas dit quand j'aurais dû. Je m'en excuse. Je le dis maintenant. Lila est une Marchand. Elle est du genre le plus vrai, le genre qu'on a choisi et qui nous a choisis. Le sang est un commencement, l'amour est le tout. Et alors, Nathalie, je t'aime. Tu es ma fille et je t'aimerai toujours. Et j'ai besoin que tu m'entendes. Tu as tort sur ce point. Tu as eu tort, et je t'ai laissé avoir tort parce que je ne voulais pas de dispute, et c'était mon échec à moi. Répare-le. Il n'est pas trop tard pour le réparer. Séverine, tu as eu raison tout le long. Tu as toujours raison sur les choses qui comptent. J'aurais dû te le dire plus souvent. Adrien a arrêté de lire. Si vous avez déjà attendu quelqu'un, la bonne personne, celle dont l'opinion faisait vraiment bouger quelque chose en vous, pour qu'elle dise enfin à voix haute ce dont vous aviez besoin, et que vous l'avez reçue trop tard pour la remercier, likez cette vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que ce que mon père a laissé dans cette lettre n'était pas que des mots. C'était tout ce qu'il n'avait pas dit depuis des années, enfin dit, dans la pièce où il fallait le plus que ça soit entendu. Et je veux que vous soyez là pour ce qui s'est passé ensuite. La pièce était complètement immobile. Pas silencieuse, immobile. Il y a une différence. Le silence, c'est l'absence de son. L'immobilité, c'est ce qui arrive quand chaque personne dans une pièce s'arrête, simultanément, dans un moment trop grand pour se déplacer à l'intérieur. Clément et Marine s'étaient figés dans le salon. Je les voyais par l'encadrement de la porte, 9 et 7 ans, assez grands pour comprendre la forme de ce qui venait de se passer, même sans en avoir le contenu. Ils étaient très immobiles de la façon dont les enfants se figent quand les adultes font quelque chose qui ne peut pas être interrompu. Lila regardait Adrien. Elle avait ses 2 mains posées à plat sur la table devant elle, très soigneusement, très délibérément. Elle avait entendu la partie sur le tabouret, et la partie sur être une Marchand, et la partie sur avoir été choisie. Elle avait 6 ans, et elle traitait ça avec un sérieux qui m'a défaite complètement. J'ai regardé Nathalie. La contenance avait disparu. Pas progressivement, juste disparu, comme une lumière qui s'éteint. Le blazer bordeaux, les colliers superposés,
la disposition particulière de certitude qu'elle avait portée en entrant dans cette maison. Tout ça était encore physiquement présent, et tout ça avait cessé de signifier quoi que ce soit. Elle était assise très immobile, avec son verre de vin devant elle, non touché, et elle pleurait. Pas de façon maîtrisée. L'autre façon, celle qui arrive sans prévenir et se moque de l'endroit où on se trouve. Christophe avait sa main sur son bras. Il avait l'air d'un homme qui avait compris quelque chose avec plusieurs années de retard, et qui était en train seulement maintenant de faire le bilan de ce que ça avait coûté. Nathalie m'a regardée à travers la table. Elle a ouvert la bouche une fois et l'a refermée. Elle a réessayé. Sa voix, quand elle est venue, n'avait plus aucune de ses formes habituelles, plus d'angle, plus d'arête. Juste la matière première en dessous. Je ne savais pas qu'il me regardait, a-t-elle dit, et j'ai dit doucement. Il regardait toujours. C'était papa. C'est tout. Je ne suis pas allée plus loin. Je n'en avais pas besoin. Mon père avait déjà dit tout ce qui devait être dit, en 3 pages de bloc de papier jaune, de sa propre écriture, en appuyant légèrement trop fort comme il l'avait toujours fait. Il avait fait ce qu'il avait toujours fait, se montrer, rester, s'assurer que la bonne personne avait ce dont elle avait besoin. Sauf que cette fois, il avait aussi utilisé des mots. Il avait compris, quelque part dans ce mois de mars-là, que les actes seuls n'allaient pas suffire cette fois, que certaines choses devaient être dites. Lila a tendu le bras à travers la table et a posé sa petite main sur la mienne. Elle n'a rien dit. Elle avait 6 ans et elle a posé sa main sur la main de sa mère, et j'ai baissé les yeux vers elle, ses petits doigts, la barrette jaune qui captait la lumière, et j'ai pensé à une fille qui s'appelait Portia dans une cour de récréation à Clermont-Ferrand, 30 ans auparavant, que quelqu'un était allé retrouver, et à côté de qui il s'était planté sans expliquer pourquoi. J'ai pensé, je sais exactement pourquoi. Les semaines qui ont suivi ce dîner ont bougé de la façon dont le deuil bouge quand il commence à se déplacer, sans vraiment se lever, mais en se redistribuant, en s'installant dans des endroits différents dans le corps. Les angles vifs qui deviennent légèrement moins vifs, non pas parce que la blessure est plus petite, mais parce qu'on apprend, doucement, où elle vit, et comment la porter sans se couper à chaque fois qu'on tend le bras vers autre chose. La maison de Gérard est entrée dans le processus formel de classement et de transfert, et toute la paperasse particulière d'une vie qui termine sa phase administrative. Maître Berthelot gérait la plupart avec sa précision posée et sans hâte. Adrien et moi avons fait le trajet 2 fois de plus ces premières semaines, une fois pour aller dans l'atelier, une fois pour signer des choses. Les 2 fois, je me suis tenue dans l'atelier quelques minutes seule, juste debout dedans, à sentir le cambouis et le vieux bois et le froid particulier d'un sol en béton en fin octobre. Je n'ai pas essayé de faire quelque chose avec ce que je ressentais là-dedans. Je l'ai juste laissé être ce que c'était. Le tabouret jaune était dans ma voiture à la fin de la première visite. Je l'avais enveloppé dans une couverture de déménagement et attaché sur la banquette arrière, à côté du siège auto de Lila. Et Lila avait voulu le tenir pendant le trajet du retour. Donc Adrien l'avait repositionné pour que sa main puisse se poser sur le dessus. Et elle s'est endormie comme ça quelque part sur la 89, avec la main sur la peinture jaune et la tête penchée sur le côté. Je la regardais dans le rétroviseur et je pensais à mon père fabriquant ce tabouret. Le mesurer, le couper, le peindre en jaune. Sans rien dire à personne. Juste l'avoir là quand il devait être là. J'ai pensé, c'est la chose la plus Gérard Marchand qui ait jamais existé. Et j'ai pensé, je dois apprendre à me laisser aimer comme ça. Nathalie a appelé 11 jours après le dîner. J'étais au travail, entre 2 visites à domicile, assise dans ma voiture dans un quartier de Lyon avec un café qui avait refroidi. Mon téléphone a affiché son nom et j'ai attendu 2 sonneries, pas par hésitation, mais par quelque chose qui ressemblait davantage à une préparation. La façon dont on prend une inspiration avant de saisir quelque chose dont on sait qu'il a du poids. J'ai décroché. Elle n'a pas commencé par des excuses, pas exactement. Elle a commencé par « Je pense à ce que papa a écrit ». Une pause.
J'y pense beaucoup. J'ai dit « D'accord ». Une autre pause, plus longue. Je pouvais l'entendre respirer, ce qui voulait dire qu'elle était proche des larmes ou qu'elle l'avait été récemment. J'ai fait une fausse couche, a-t-elle dit. Il y a des années. Je ne te l'ai pas dit. Je ne l'ai dit à presque personne. Une autre pause. Je pense que je le portais d'une façon qui n'était pas juste envers Lila, ni envers toi. J'étais assise dans ma voiture à Lyon et je regardais le tableau de bord et je n'ai rien dit pendant un moment. Je ne savais pas ça, j'ai dit. Je suis désolée, Nathalie. Je sais que tu ne le savais pas. Sa voix était prudente, comme quelqu'un qui marche sur une surface dont il n'est pas sûr qu'elle va tenir. C'est un peu le problème, je crois. Je l'ai gardé et ça s'est transformé en quelque chose. Quelque chose que je ne l'ai pas examiné. Je l'ai juste laissé là et ça est devenu une position. Je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, parce que la version facile de cette histoire, c'est que la lettre a tout réparé. Que les mots de mon père depuis l'au-delà ont atteint quelque chose de fondamental dans la poitrine de ma sœur, et qu'on a toutes avancé vers une meilleure version de notre famille. La version honnête, c'est que j'étais assise dans cette voiture, et que je ressentais quelque chose de profondément compliqué. Du soulagement, oui, mais aussi une fatigue qui allait jusqu'au fond. Le genre de fatigue qui ne vient pas du conflit, mais des années d'avant le conflit. De tout ce qu'on a absorbé, de tout ce qu'on a lissé, de tous les calculs qu'on avait faits sur la cruauté des autres aussi longtemps qu'on s'en souvienne. J'ai ressenti cette fatigue. Et j'ai ressenti aussi, en dessous, quelque chose qui commençait. Pas le pardon comme acte accompli, plutôt la décision de faire face dans cette direction. Je t'entends, j'ai dit, et je le pensais vraiment. Est-ce que Lila... Elle s'est arrêtée. Je peux demander comment va Lila? Quelque chose en moi s'est posé très doucement à cette question, parce que c'était une question différente de toutes celles que Nathalie avait jamais posées sur Lila avant. La forme en était différente. Ce n'était pas comment vous allez tous. Ce n'était pas comment allez-vous toi et Adrien. C'était Lila, spécifiquement, par son prénom, avec le poids de quelqu'un qui avait compris qu'elle avait dit quelque chose qui avait atteint un enfant. Elle va bien, j'ai dit. Elle parle du tabouret tous les jours. Nathalie a fait un son qui était presque un rire, et surtout autre chose. Il l'a fabriqué lui-même, a-t-elle dit. Il me l'a dit une fois. Il n'a jamais mentionné pour qui c'était, je savais juste qu'il avait fabriqué quelque chose. Il n'en a parlé à personne, j'ai dit. C'était papa. Il y a eu un long silence qui n'était pas inconfortable. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des gens qui partagent assez d'histoires pour que le calme n'ait pas besoin d'être rempli. Je vais faire mieux, a dit Nathalie. Pas vraiment comme une promesse faite à moi, plutôt comme une déclaration faite à l'air devant elle, prononcée devant témoins. Je sais, j'ai dit, et je le croyais. Pas complètement, pas sans réserve. J'ai 37 ans et j'ai travaillé assez longtemps dans la protection de l'enfance pour comprendre que la prise de conscience n'est pas la même chose que le changement, et que le changement n'est pas linéaire et est rarement rapide. Mais je croyais qu'elle le pensait dans ce moment. Et penser une chose dans le moment, c'est là que le changement commence. On a parlé quelques minutes de plus, de rien de particulier. La succession. La maison qui allait être mise en vente au printemps. Ce qu'on allait faire du petit potager de leur mère. Quand on a raccroché, je suis restée dans ma voiture quelques minutes de plus, et j'ai laissé le calme être ce qu'il était. Puis je suis allée à ma prochaine visite. 2 jours avant Noël, je me suis assise à la table de notre cuisine à Lyon, après que Lila soit allée se coucher, et j'ai écrit une lettre. Pas à Nathalie, à Lila. Je ne sais pas exactement ce qui m'a décidé ce soir-là précisément. Peut-être la saison, la qualité particulière de la lumière de fin décembre, la façon dont la maison sentait les bougies qu'Adrien allume quand il fait froid. Peut-être que c'était que Lila m'avait demandé cet après-midi-là, de la façon directe dont elle demande les choses, si Papy Gérard pouvait toujours voir le tabouret même s'il était mort. J'avais dit que j'espérais que oui. Elle avait réfléchi à ça sérieusement, puis avait dit
Bien, parce que j'ai mis une empreinte de main dessus par accident. J'avais dit que je pensais qu'il aimerait ça. Elle avait hoché la tête, satisfaite, et était retournée à son dessin. J'ai écrit pendant environ 1 heure. J'ai écrit sur Gérard, sur le tabouret et les mauvais outils, et les appels du mardi qui parlaient vraiment d'autre chose. J'ai écrit sur ce que signifie être choisi. J'ai écrit que la famille, c'est les gens qui se montrent et qui restent, qui construisent des choses pour vous avant que vous arriviez, qui vous laissent quelque chose dans une lettre après leur départ, parce qu'ils voulaient s'assurer que vous l'auriez. J'ai écrit « Tu es une marchand », dans le sens le plus vrai de ce mot. Pas à cause des papiers et pas à cause du sang. Parce que ton grand-père a peint un tabouret en jaune avant de t'avoir jamais rencontré. Parce qu'il savait que tu venais et qu'il voulait que tu puisses atteindre. Adrien lisait par-dessus mon épaule pendant que j'écrivais encore. Il n'a rien dit jusqu'à ce que je pose le stylo. Puis il a dit, doucement, « Elle va vouloir lire ça quand elle sera grande. » C'est pour elle, la grande, j'ai dit. La version d'elle à venir. Il a posé la main sur mon épaule et l'a laissée là. Je pense à Portia parfois. La fille de la cour de récréation à Clermont-Ferrand. Celle qu'on se moquait parce qu'elle était adoptée, celle vers qui je suis allée et à côté de qui je me suis plantée quand j'avais 11 ans, sans aucun plan, sans aucun mot, juste la certitude cellulaire absolue que je devais être là. Je n'ai jamais su ce qu'elle était devenue. On n'était pas amis avant ce moment et on ne l'était pas après. C'était juste cette récréation-là, ce bout de cours-là, cette décision que j'avais prise sans comprendre pourquoi. Je comprends pourquoi maintenant. Je comprends que certaines choses, on les sait avant d'en avoir le langage. Certaines choses, on les porte pendant des décennies sans savoir ce que c'est. Et puis un jour, une enfant de 6 ans vous tend le mauvais outil dans un atelier, et votre père l'appelle « sa grande ». Et vous comprenez que vous avez été en train d'avancer vers ça toute votre vie, sans carte, mais avec quelque chose de mieux qu'une carte. Une direction. Un sens de ce qui compte et de ce qui ne compte pas, et de ce que vous accepterez et n'accepterez pas. Je m'appelle Séverine Fontaine, j'ai 37 ans, et je sais ce que ça fait d'être vue par la bonne personne au bon moment, même quand cette personne a dû partir avant de pouvoir le dire à voix haute. Mon père me voyait. Il voyait Lila. Il voyait ce qui se passait, et il a fait la chose la plus Gérard Marchand qui soit. Il a construit quelque chose, et il s'est assuré que ce serait là quand ça devrait l'être. Le tabouret vit maintenant dans la chambre de Lila. Elle s'en sert pour atteindre l'étagère du haut de sa bibliothèque. Il y a une empreinte de main dessus, son empreinte, l'accidentelle, et j'ai dit à Adrien qu'on ne la ponçait jamais. Il a dit « évidemment pas ». Avant de partir, je veux vous poser une question. Et je le pense sincèrement. Je veux que vous y pensiez vraiment une seconde. Est-ce que quelqu'un vous a jamais protégé discrètement d'une façon que vous n'avez comprise que longtemps après? Un parent, un grand-parent, un enseignant, un ami, quelqu'un qui a construit quelque chose pour vous avant que vous arriviez, qui a laissé quelque chose derrière lui qui vous a rejoint exactement quand vous en aviez besoin, qui vous a choisi d'une façon qu'il n'a jamais tout à fait dite à voix haute. Mettez-le dans les commentaires. Je les lis tous, chacun d'entre eux. Et je pense à la personne qui regarde ça en ce moment et qui avait besoin d'entendre qu'elle n'est pas invisible. Que quelqu'un voit les calculs qu'elle fait, ce qu'elle absorbe, l'amour qu'elle donne sans qu'on lui demande, depuis des années, en silence. Vous êtes vus. Si cette histoire a résonné en vous, si une partie de ce que vous venez d'entendre vous ressemble à quelque chose que vous portez, likez cette vidéo, abonnez-vous pour être là pour la prochaine, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le sang est un commencement, mais que l'amour est le tout. C'est ce que disait mon père. Et il avait raison. Il avait toujours raison sur les choses qui comptaient. Il aurait juste dû nous le dire plus souvent.